Et dire que tout avait commencé avec des tracteurs. Fabricant d'engins agricoles, Ferruccio Lamborghini a fait fortune lors de la reconstruction de l'Italie après-guerre. Cet amoureux de la vitesse qui roule en Ferrari décide de construire ses propres voitures. Le cahier des charges est simple, je veux un moteur 12 cylindres et faire mieux qu'un Maranello. Le résultat, c'est la 350 GT, présentée en 1963. 4 ans plus tard, ce sera une vraie révolution, la Miura à moteur central arrière. Chez Ferrari, on n'aura d'autre choix que l'imiter. À l'usine de Sant'Agata, près de Bologne, ces œuvres d'art ne quittent quasiment jamais le musée. Exceptionnellement donc, c'est le cas pour Sport Auto, une véritable faveur, car chacune des voitures que vous allez voir est la dernière de sa lignée et le constructeur la conserve comme une relique. Ainsi, la jaune, c'est bien sûr la Miura, et la rouge, la 350 GT, donc la toute première Lambo de l'histoire. En route pour un pèlerinage, notre guide, Jean-Éric Raoul. On voudrait que ça ne s'arrête pas, hein. Ah, c'est un vrai plaisir, hein. Malgré l'âge, on sent que c'est une mécanique fabuleuse. Ça continue à distiller des vrais plaisirs sportifs. On n'est pas juste dans l'imagination, on n'est pas juste dans la relativité du temps. Aujourd'hui, cette voiture-là, elle continue encore à distiller des saveurs assez épicées. C'est donc à l'avant, sous ce long capot, que la première Lamborghini abrite son V12. 3,5 litres, double Abracam, 6 carburateurs double corps, une boîte 5 déjà et une puissance de 270 chevaux pour une vitesse maxi annoncée à 250 km/h. Cette voiture n'est pas qu'une sportive. Cuir, vitre électrique, autoradio participent au confort, mais à l'époque, sans ceinture de sécurité. 125 exemplaires seront produits, le début du mythe. Pour le plaisir, appréciez le chant de la mécanique. Là, on est une pédale d'accélérateur qui est plus dure que la plus dure des pédales de frein d'une voiture actuelle. Ce qui ne facilite pas le dosage de la puissance. Et la pédale de frein avec les 4 disques? Et ben franchement, je suis bluffé par l'efficacité des freins et surtout leur constance. Là, ça fait quelques virages, on est en descente, on roule quand même à un rythme soutenu. Tout se passe très bien. Il faut un effort évidemment à la pédale important, auquel on n'est plus forcément habitué aujourd'hui, mais la voiture se met bien sur son train avant, quand on appuie, il n'y a pas de problème. En fin de carrière, cette première Lamborghini aura une déclinaison 400 GT, légèrement plus puissante. Mais en 1967, c'est une révolution qui prend la route, un coupé à moteur central arrière, la Miura. Voyage dans le temps et au royaume des émotions, vous voici à bord de l'une des plus fameuses voitures de toute l'histoire de l'automobile. Là, on a toutes les odeurs qui commencent à remonter. Exactement, quand on L'essence, commence à tirer voilà, un petit là peu. ça chauffe un peu de partout. Et elle est extrêmement équilibrée, hein. Franchement, elle ne bouge pas du tout du nez. Elle m'étonne. C'est dû à quoi alors les odeurs? Non, les odeurs, c'est dû que c'est jamais parfaitement étanche. Et puis on est quand même tout près du moteur. Donc on a la tête dans le moteur, donc forcément elle est un peu d'évaporation. Le réservoir est devant, hein. Là, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Et comme toutes les voitures de cette époque-là, plus on attaque et plus l'auto devient entre guillemets facile. Bon, après, il ne faut pas pousser le bouchon trop loin parce que pour le coup, elle devient un peu vicieuse. Mais on sent que la voiture
et à son rythme naturel. Pas question ici de viser les 288 km/h atteints par José Rosinski au volant de cette Miura SV dans le numéro 100 de Sport Auto il y a 37 ans. Notre but, vous faire partager le plaisir à bord d'un missile de 370 chevaux, malgré son âge. Avec sa légèreté, une répartition des masses idéale, 500 kg à l'avant, 600 à l'arrière, cette exceptionnelle voiture dominait la concurrence. Position de conduite inconfortable, dureté des commandes, on oublie tout. La magie opère. C'est la route idéale pour le typique du plaisir qu'on peut prendre aujourd'hui avec ce genre de On voiture. roule pas très vite. On n'est pas en excès de vitesse très important. Au niveau performance, même si 40 ans passés depuis, ça reste quand même tout à fait sympathique. Et les performances, elles sont là avec une ambiance, avec du son, avec des vibrations, avec des changements de registre. C'est pas un moteur parfait, c'est ça qui est extraordinaire. C'est que c'est pas un moteur qui est plein partout, c'est pas un moteur qui sait tout faire. Mais il est vivant, il se réveille, il y a des régimes auxquels il se réveille, c'est vraiment ce qui le rend tellement attachant. La route est presque d'époque aussi. Non, et la voiture se comporte pas si mal, franchement, sur un mauvais revêtement. Non, et c'est même sur ce genre de revêtement qu'on voit que c'est une très grande voiture, parce que des voitures rapides, sur bon revêtement, qui savent tenir la route, ça existe. Mais une voiture qui ne se tord pas dans tous les sens, qui ne se désunit pas complètement sur un revêtement un peu défoncé, Oui, c'est révélateur de la qualité la qualité du châssis, à l'époque et des suspensions. c'est révélateur de la rigidité de la voiture, c'est de la qualité du réglage du châssis. C'était pas un châssis tubulaire d'ailleurs. Non, c'est de la tôle emboutie. Ouais. C'est un châssis cadre en tôle emboutie, ce qui n'était pas quelque chose de très courant à l'époque. Mais c'est très efficace.